Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le deuxième meeting électoral du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh en vue de la présidentielle du 9 avril. Pour ce deuxième jour de campagne, le chef de l'État s'est rendu à Obok. Il y a présenté ses projets de développement pour la région. Le retrait immédiat des forces étrangères et des mercenaires de Libye, c'est la demande formulée par la ministre des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche lors d'une conférence de presse. Et puis, retour sur la naissance de l'Agence nationale de l'économie des conférences au Niger, une structure destinée à faire du pays un hub en matière de conférences internationales. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la campagne électorale se poursuit à Djibouti en vue de la présidentielle du 9 avril prochain. Le président sortant, Ismaïl Omar Guelleh, qui avait commencé sa tournée à Tadjoura ce 26 mars, se montre particulièrement actif sur le terrain. Pour ce deuxième jour de campagne, le chef de l'État était à Obok, une ville située à l'est du pays. Durant son discours, le président sortant a fait part de ses différents projets de développement pour la région. Le chef de l'État mise notamment sur le tourisme. Je vous propose de l'écouter. Nous comptons aussi développer le tourisme dans cette région d'Obok et réunir ainsi toutes les conditions indispensables, notamment d'importants investissements, et donc multiplier les projets déjà en cours dans cette région, comme les îles touristiques de Sian. Nous voulons de ce fait que notre pays génère, à travers le tourisme, d'importantes devises et que nos populations puissent trouver du travail. La Libye déterminée à aller vers la paix. Ce 25 mars, la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a appelé au retrait immédiat des forces étrangères et des mercenaires du pays lors d'une conférence de presse. Conférence également marquée par la présence de ses homologues français, italiens et allemands, Jean-Yves Le Drian, Luigi Di Maio et Heiko Maas. Les détails avec Victoria Secchi. En Libye, la chef de la diplomatie Najla Al-Mangouche a appelé ce 25 mars au retrait immédiat des mercenaires et forces étrangères présentes dans le pays. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Tripoli, la capitale. La conférence réunissait notamment les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, venus manifester leur soutien au nouveau gouvernement d'unité. Je suis surtout heureux d'être ici accompagné d'Heiko Maas et de Luigi Di Maio, mes collègues allemands et italiens. Nous démontrons par notre présence que l'Union européenne est unie sur le dossier libyen. D'après l'Organisation des Nations Unies, la Libye ne compte pas moins de 20 000 mercenaires. La Turquie et la Russie ont été à maintes reprises accusées d'alimenter des troupes militaires sur le territoire libyen, car soutenant respectivement les protagonistes du conflit libyen que sont Fayez El-Sarraj à la tête de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et son rival Khalifa Haftar. Plusieurs fois, ces ingérences ont été blâmées par l'Union africaine et la communauté internationale. Aucun accord politique global ne saurait être viable sans le retrait de ces forces. Ce retrait, évidemment, va certainement ouvrir la voie à une stabilité politique qui s'annonce sous des auspices bien meilleurs que quelques mois auparavant, puisqu'il y a eu une percée diplomatique qui a été le fruit d'une entente entre les puissances intervenantes sur le dossier libyen. Le retrait de ces troupes et des mercenaires va ouvrir la voie à la possibilité de constituer une véritable armée nationale. Le retrait des mercenaires est éminemment décisif pour la Libye. Fin décembre 2021, les premières élections générales depuis la révolution sanglante de 2011 doivent se tenir. Najla Al-Mangouche a invité à une reprise rapide des activités des ambassades étrangères. La France avait déjà annoncé qu'elle rouvrirait son ambassade à Tripoli dès le 29 mars, de même que l'Égypte ou encore la République de Malte.
L'actualité, c'est également cette manifestation au Mali. Ce 26 mars, plusieurs dizaines de personnes ont investi les rues de Bamako en vue de réclamer le départ des troupes françaises du pays. La mobilisation a été organisée par un collectif dénommé Yerewolo Debout sur les remparts. Elle intervient après une frappe de la force Barkhane près de Talatei, localité située dans la région de Gao. Une frappe qui a causé la mort de 6 jeunes venus chasser du gibier, selon le maire de la localité, Mohamed Assaleh Ahmad. Affirmation cependant démentie par la force française qui déclare dans un communiqué que la frappe visait un groupe armé terroriste. Le Cameroun entend renforcer sa coopération bilatérale avec le Royaume-Uni. Ce 25 mars, le président Paul Biya a reçu en audience le ministre britannique pour l'Afrique, James Doddridge. Une rencontre d'1h30 rythmée par plusieurs sujets, dont la situation dans les régions anglophones du Cameroun notamment, ou encore les relations commerciales entre les deux pays. Laurie Tassimou. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a reçu en audience au Palais de l'Unité le 25 mars 2021 le ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, James Doddridge. Après plusieurs minutes d'entretien, le ministre britannique a exprimé sa satisfaction sur les échanges avec le président camerounais concernant l'Afrique et le Cameroun. Nous avons les bonnes relations entre Cameroun et Angleterre, membre de le Commonwealth, pour 25 ans, l'anniversaire. J'ai parlé avec le président de la situation mondiale, la situation en Afrique, la région et Cameroun aussi. Cette visite de 4 jours du ministre britannique vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Elle va également permettre d'accroître les opportunités d'affaires et le renforcement des relations commerciales pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs de développement. Une telle coopération avec le Cameroun peut constituer une porte d'entrée du Commonwealth en Afrique centrale au regard du poids politique et économique que incarne le Cameroun dans cette partie. Et nous constatons depuis quelques années une résurgence de la violence politique dans la zone anglophone. Donc une telle coopération peut constituer une alternative crédible dans le cadre d'une médiation entre le gouvernement de Yaoundé et le groupe insurgé essentiellement anglophone. Donc les enjeux importants de rapprochement du Cameroun avec le Royaume-Uni rentrent dans une vision globale. Le Cameroun et le Royaume-Uni comptabilisent plusieurs années de partenariat. En janvier 2021, les deux États ont conclu un accord de partenariat économique qui assure la continuité mutuelle des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Royaume-Uni. Promouvoir le droit des femmes, c'est l'engagement pris par le gouvernement gabonais. À l'issue d'un conseil des ministres organisé le 23 mars, 3 projets de loi ont été adoptés. Parmi eux, l'un concerne la création d'un observatoire national du droit des femmes. Les détails avec Joël-Marie Ballot. Au Gabon, les femmes occupent une place importante dans le processus de développement. Leur contribution pourrait être améliorée si certaines pesanteurs socioculturelles étaient levées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement gabonais, lors du Conseil des ministres du 23 mars 2021, a adopté 3 projets de loi visant à renforcer les droits des femmes et lutter contre les violences à leur encontre. Il s'agit notamment de la création d'un observatoire national de droits des femmes, de la modification du code pénal et du code civil. Une nouvelle étape de la décennie de la femme de 2015 à 2025 s'ouvre dans notre pays. Elle nous permettra d'atteindre une égalité non seulement en droit, mais également dans les faits entre les femmes et les hommes. C'est un moment historique pour le Gabon comme pour le reste de l'Afrique. À travers cette stratégie, le gouvernement gabonais souhaite mettre fin aux violences faites aux femmes, promouvoir le droit d'interruption volontaire de grossesse et réduire les inégalités femmes-hommes. Selon certains analystes, la mise en œuvre de ces lois favorisera l'émancipation de la femme et renforcera sa participation au développement et la construction d'un Gabon prospère. Ces projets de loi qui ont été votés lors du Conseil des ministres sont vraiment de très bons projets, notamment la création d'un observatoire national du droit des femmes. Au-delà des difficultés juridiques à mettre fin aux violences faites aux femmes, il y a également ces barrières sociales qui existent. Je pense que l'observatoire national ici là vraiment jouera un très grand rôle. J'espère qu'au-delà de ces lois, cela sera vraiment une vraie application parce que malheureusement ici chez nous, souvent en Afrique, on a souvent ce problème. Et il y a beaucoup de lois qui sont votées souvent pour protéger les femmes, mais dans les pratiques, cela n'est pas le cas. Et donc j'espère qu'au-delà dès que des
des projets, ceci deviendra des lois définitivement votées et que la femme gabonaise pourrait vraiment à ce moment se sentir libre d'agir. Avec l'adoption de ces textes, les autorités gabonaises confirment leur engagement pour l'amélioration de la position de la femme au sein de la société gabonaise, tant au niveau juridique, éducatif, sanitaire, économique que politique. Et cela va de la protection des droits de la gente féminine à la lutte contre les violences en passant par son autonomisation. Sa création avait été annoncée en 2019 par le président Mahamadou Issoufou. Le 10 janvier 2020, l'Agence nationale de l'économie des conférences a vu le jour au Niger. L'enjeu de cette structure, selon le gouvernement, renforcer, je cite, la visibilité du Niger à l'échelle internationale afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements. Un sujet de la rédaction. Faire du Niger un hub en matière de conférences internationales, c'est le vœu du gouvernement qui a doté le pays d'une agence nationale de l'économie des conférences, une structure professionnelle d'organisation des événements internationaux qui sera chargée entre autres de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux. Nous avons estimé qu'avec la création de l'ANAC, on doit aller chercher des événements. On doit faire la promotion de la destination du Niger. On doit faire que notre pays puisse être ce hub que le président de la République a voulu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi de quoi nous disposons aujourd'hui pour faire de ces pays-là un hub. Je parlais tantôt des infrastructures, je parlais tantôt d'un savoir-faire, mais surtout de la volonté politique qui est derrière pour faire que nous puissions être une référence dans le domaine. Le domaine des conférences internationales est aujourd'hui une industrie en pleine croissance. Dans le cadre de l'organisation des conférences, plus de 30 milliards de dollars ont été mobilisés avec plus de 50 millions de voyageurs à travers le monde. Confrontés comme les autres pays du continent au défi de mobilisation des ressources pour faire face aux contraintes économiques, la création de l'Agence nationale de l'économie des conférences permettra, selon les statistiques, au Niger de diversifier ses sources de revenus. Aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine, 25 à 30 événements qui sont déjà acquis. Et qu'on a enregistrés bien avant l'avènement de la Covid. Ces événements peuvent rapporter aujourd'hui 14 milliards de francs CFA. Nous attendons juste la levée des mesures relatives à la prévention de la Covid pour que nous puissions dérouler tous ces programmes. Pour rappel, en juillet 2019, le Niger a, selon les observateurs, réussi avec brio l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Niamey. Fort de cette expertise, qui a notamment consisté en la mobilisation d'investisseurs nigériens et étrangers pour le financement direct des principaux projets d'infrastructure, la création de l'ANEC vise à consolider les acquis du Niger par la mise en place d'une stratégie permettant au pays de disposer d'une structure professionnelle efficace. Dans le reste de l'actualité, Madagascar change de discours concernant l'utilisation des vaccins anti-Covid. Le gouvernement, qui avait jusque-là annoncé vouloir observer les effets secondaires des vaccins, a finalement décidé d'y recourir. La décision a été prise après une réunion organisée le 25 mars entre les autorités et l'Académie nationale de médecine de Madagascar. Le pays compte ainsi s'inscrire au dispositif COVAX, initié par l'Organisation mondiale de la santé. Dans une lettre adressée à la Gavi, l'Alliance du vaccin, le ministère de la Santé indique que plusieurs points ont fait pencher la balance en faveur de la vaccination, parmi eux l'évolution épidémiologique ou encore l'apparition des nouveaux variants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.